Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de François Routaïsiré, médecin, et de nos éditorialistes Grace Rukinskiza et Malika Cher. Et tout de suite, direction l'Afrique du Sud, où la question foncière est au cœur des polémiques. En cause, la réforme en préparation qui prévoit que les étrangers ne pourront plus devenir propriétaires et qui ne pourront louer que sur une période allant jusqu'à 50 ans. Birama Saonera. En Afrique du Sud, la question foncière constitue une préoccupation pour les autorités. La réforme foncière est un défi à la fois complexe et sensible dans ces pays de l'Afrique australe. Depuis la fin de l'apartheid, tous les programmes de redistribution des terres mis en place par le gouvernement n'ont pas réussi. Aujourd'hui, le président Jacob Zuma veut accélérer la cadence de la réforme foncière et agraire. La terre n'est pas une ressource illimitée. La terre fertile, la terre agricole, ainsi que la terre pour les pâturages doivent être protégées. Le président a donc appelé à ce que la terre soit défendue contre les propriétaires étrangers. Il ne s'agit pas d'une pratique unique. De nombreux pays dans le monde appliquent une telle politique. Pour l'opposition, cette loi sur la propriété de la terre va faire fuir les investisseurs étrangers et ne va pas résoudre le problème d'accès à la terre. Cependant, pour certains analystes, cette législation permettrait à l'avenir de mieux redistribuer les terres agricoles du pays. Cette loi, si elle est adoptée, ça serait une sorte de marqueur au niveau de sa politique agraire, de sa politique agricole. Par rapport à la création des richesses, ça serait une manière aussi de permettre aux entreprises nouvelles qui arrivent de ne pas s'accaparer toutes les terres agricoles fertiles de l'Afrique du Sud, et ça permettrait à l'État d'avoir un peu de préemption sur les exploitations futures. Ça permettrait aussi à l'État éventuellement de les redistribuer. Dans un pays où la majorité de terres agricoles est exploitée par des fermiers blancs, un plan de réforme agraire avait été lancé en 1994. Ce programme, qui devait s'achever en 2014, a été repoussé en 2025. Il consistait à redistribuer 30% des terres appartenant à des fermiers blancs ou noirs, mais la pression reste forte autour de cette question, même au sein de l'ANC, le parti au pouvoir. Gracien, que pensez-vous de cette réforme qui s'annonce déjà très controversée ? Pour moi, c'est une réforme qui ne va pas dans le sens de ce qui a été promis aux Noirs du temps de Mandela en 1994, et déjà pour avoir 30%, parce qu'on dit qu'il ne faut plus faire louer les terres à plus de 30-50 ans. Moi, 50 ans, c'est une génération. Quelqu'un qui était adulte pendant 50 ans, il est déjà mort. C'est-à-dire qu'au temps donné, c'est comme une vente finalement. On pouvait dire qu'on ne doit plus louer la terre aux étrangers, tout simplement. Et deuxièmement, c'est qu'on ne parlait pas de redistribution de la terre aux Noirs. On sait bien qu'en Afrique, les Sud-Africains noirs n'ont pas ce que les autres Africains ont. Ils ont la terre, pratiquement tous. Mais moi, je possède une terre. Donc, on a au moins un bout de terre. Il faut qu'au moins les Noirs sud-africains, ils n'ont pas eu la terre parce qu'il y avait l'apartheid. Certains ont été spoliés, mais cette nouvelle loi ne va pas dans le sens de leur donner la terre. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas produire, ils vont produire. Il suffit de les organiser, il va y avoir des coopératives. Mais on ne peut pas continuer ce qui était fait au temps de l'apartheid, mais la loi doit vraiment aller plus fort, plus loin, mais que ce ne soit pas des mesures juste pour montrer qu'on est en train de faire des choses que pour la politique. Malik, vous partagez cet avis? C'est une mesure insuffisante? Oui, c'est une mesure insuffisante, mais l'échec du gouvernement sud-africain est dû à cause de son incapacité à mobiliser une enveloppe financière assez conséquente, justement, pour redistribuer cette terre et arriver à ce pourcentage de 30%. L'État sud-africain n'a pas pu acheter, n'a pas pu exproprier, et il y a eu un problème de financement pour réaliser cet objectif-là. Maintenant, le problème, c'est que ça a été repoussé en 2025, ça paraît quand même loin, ça risque de creuser encore des inégalités entre fermiers blancs et fermiers noirs. Ça, c'est malheureux. Et en plus de cela, c'est que vous avez des mouvements radicaux qui se développent maintenant, en la personne menée par exemple en la personne de Julius Malema, qui est un ancien de l'ANC, un ancien président des jeunes de l'ANC, et qui organise malheureusement des actions violentes envers les fermiers blancs pour se réapproprier ces terres-là et les confier, soi-disant, à des agriculteurs noirs. Et cette problématique-là, cette difficulté du gouvernement à permettre aux agriculteurs noirs d'avoir des terrains au moins en proportion égale à ceux des agriculteurs blancs, ça risque de provoquer des violences de plus en plus importantes au sein du pays.
Oui, allez-y, oui. Je ne comprends pas le sens et la nécessité d'une telle mesure. Parce que est-ce qu'aujourd'hui, en Afrique du Sud, l'immense majorité de la terre est possédée par, ou une bonne partie de la terre est possédée par des étrangers, ou il est possédé par des Sud-Africains blancs qui l'avaient déjà du temps de l'apartheid et qui continuent de l'avoir aujourd'hui? Est-ce qu'une telle mesure empêche aujourd'hui que les Sud-Africains blancs continuent à posséder cette terre? Et même s'ils veulent, puisqu'ils sont Sud-Africains, ils pourraient même acquérir d'autres terres, puisque la loi est interdite aux étrangers, mais elle n'interdit pas aux Sud-Africains. Donc si les Sud-Africains veulent accaparer cette terre-là, pouvoir l'acheter, en avoir posséder davantage, cette loi n'interdit absolument rien. Donc je ne comprends pas le sens de cette loi-là. Et est-ce qu'elle permet aux plus pauvres d'acquérir de la terre? Même pas. Je ne sais pas tel que c'est libéré en tout cas. Une réponse, en fait, les étrangers qui possèdent en Afrique du Sud de la terre sont de 5 à 7%. Et la loi limite la propriété pour même les Sud-Africains à environ 10 000 hectares. Mais ce que je peux ajouter, c'est que finalement, les gens de l'ANC et COSATU et le Parti communiste qui dirige l'Afrique du Sud, c'est une sorte de coalition, eux, ils se sont servis parce qu'ils ont imposé au niveau des entreprises privées qu'il y ait un partage entre les Noirs et les Blancs. Les Noirs sont entrés dans le capital des entreprises, comme Philippe Ramaphosa, qui est entré dans le capital, par exemple, pour les mines et qui possède une bonne partie des mines. Donc, mais, par contre, pour les petits qui avaient besoin de la terre, la loi n'a pas été appliquée au niveau de la terre. La loi était finalement pour les riches ou pour les gens qui étaient au sommet de l'ANC et pas pour le reste. Merci. Dans l'actualité économique également, le Forum international Afrique Développement a pris fin ce jeudi au Maroc. 2 jours de débats consacrés à l'investissement sur le continent. Parmi les pays présents, il y avait le Gabon qui a présenté ses nouvelles orientations économiques. Aminata Diak. Le Gabon, face aux nouveaux enjeux de développement, le pays jouit d'une stabilité macroéconomique et d'une bonne situation financière, mais de nouvelles règles lui sont imposées pour se préparer aux nouvelles perspectives de l'économie mondiale. Pour répondre à cette problématique, le gouvernement a décidé de passer par la formation, une voie pour s'insérer rapidement dans les secteurs porteurs de l'économie pour un développement compétitif et durable. La formation est essentielle. Le capital humain doit être la base et la clé pour la réussite de nos économies. Il s'agit pour le Gabon de répondre aux besoins du marché du travail. Il s'agit pour le Gabon de répondre aux besoins du marché des secteurs. Nous avons commencé et il y a tout un plan de développement de formation. Nous avons réorienté notre système de formation dans des secteurs clés, notamment dans le pétrole. Pour encadrer l'activité économique, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba avait aussi adopté en février 2014 le projet de décret portant création et organisation du Haut Conseil pour l'investissement. Cette structure a été mise en place pour promouvoir un véritable cadre de concertation et de dialogue public-privé. Elle a aussi pour objectif d'impulser des actions visant à encourager et assainir l'environnement des affaires au Gabon. Le Gabon a mis en place récemment un organe qui s'appelle le Haut Conseil de l'investissement. C'est un organe qui est placé sous l'autorité du chef de l'État et qui aura pour mission principale d'améliorer les conditions de dialogue du secteur privé, du secteur public-privé, en tenant compte des préoccupations du secteur productif. Et également, c'est un dispositif d'appui qui sera chargé de définir les priorités de développement du secteur privé et les orientations en matière d'investissement. Nous pensons là que cet instrument va permettre également de mesurer, et c'est en cela qu'il est important, de mesurer l'impact des réformes qui auront été prises pour regarder leur impact sur la performance globale de l'économie gabonaise, de façon à apporter des améliorations qualitatives aux besoins. Le Gabon affiche de bons indicateurs économiques avec un taux de croissance de plus de 6% en 2014. Ces performances devraient encore s'améliorer en 2015 avec une prévision de croissance fixée à 7,2%. Malik, que pensez-vous de la mise en place au Gabon de ce Haut Conseil pour l'investissement ?
C'est une bonne chose. Hein. C'est le Gabon quand même qui enregistre une forte croissance économique, comme l'a noté ce reportage. Et je pense que l'État gabonais est en train quand même d'essayer de diversifier son économie. On sait que c'est une économie rentière et la mise en place de cet outil est très importante, notamment pour permettre aussi, pour favoriser un climat d'affaires et un climat d'affaires aussi qui soit favorable au privé, qui n'a pas toujours sa place en Afrique, il faut le dire. Mais effectivement, c'est un outil qui est intéressant, un outil aussi qui analyse les politiques publiques et c'est très important parce que les pays africains tentent en général de plus en plus à avoir des projections sur le long terme. Et cet outil-là rentre en ligne de compte. Gracia, alors l'un des créneaux également du gouvernement gabonais, c'est d'attirer des investissements étrangers tout en offrant des opportunités aux entrepreneurs locaux. On a l'impression que souvent dans les plans d'émergence africains, les entrepreneurs locaux, les investisseurs locaux sont oubliés. Oui, souvent ils sont oubliés parce que, comme déjà on parlait d'émergence, c'est justement, d'abord c'est le problème de ce terme, les pays émergents. On n'arrive pas vraiment à bien les définir. On sait bien qu'il y a un groupe qui s'est formé des pays, des puissances qui ne veulent pas que les autres y entrent. On va parler de le Brésil émergent. Or, l'économie du Brésil a déjà dépassé l'économie du Royaume-Uni. Et on va dire que le Royaume-Uni, c'est un pays développé et le Brésil émergent. Et en Afrique, alors, on va définir les critères d'émergence. Donc, qui va nous apporter ça? On va chercher les entreprises étrangères, surtout qui ne viennent pas de l'Afrique, mais qui viennent de l'Europe ou des États-Unis, parce que ces entreprises viennent des pays développés. Au moins, il va y avoir une sorte de pont pour qu'on soit des pays, on est des pays émergents. Pour moi, il y a déjà ce problème. Et en même temps, il faut se dire que les pays africains peuvent se développer, arriver même jusqu'à l'émergence avec que les entreprises africaines. Maintenant, il y a la technicité, il y a le capital, il y a la technologie pour que les Africains eux-mêmes, ils peuvent trouver même des compétences des Africains qui sont à l'étranger, en dehors de l'Afrique, pour passer à l'émergence. Donc justement, c'est ce problème. On ne veut pas favoriser le local, on favorise celui qui vient de l'étranger, avec les droits de douane exonérés, les impôts, alors que celui qui est localement installé, il n'a pas. Donc ils ne sont pas sur le même pied d'égalité, au moins pour faire les affaires. Merci. Et tout de suite, notre chiffre du jour 8, c'est le nombre de candidats à la présidence de la Banque africaine de développement. Le comité directeur de son conseil des gouverneurs vient d'approuver la liste définitive. L'élection du prochain président de la BAD aura lieu le 28 mai prochain durant l'assemblée annuelle de l'institution. Malik, est-ce que ça va être difficile de prendre le relais de Donald Kaberuka ? Ça va être difficile, effectivement. Maintenant, c'est une bataille qui va être aussi, comme d'habitude, politique, parce que vous avez tous ces représentants de pays qui, par exemple le Nigeria, qui est le plus gros bailleur de fonds, qui va essayer de faciliter la candidature, l'accès à la présidence de son candidat. Et vous avez quand même des candidatures hétéroclites un peu plus cette fois-ci. Malheureusement, on note qu'il n'y a qu'une femme, et c'est bien dommage. Ça aurait pu apporter un sang neuf à cette direction de la Banque africaine de développement. Effectivement, ça va être difficile parce que les enjeux sont de taille. Il y a déjà des favoris d'après vous? On parle de favoris, on parle de M. Diop au Sénégal. Enfin, il y a beaucoup de. Je pense qu'il ne faut pas se fier aux rumeurs. Je pense que ça va être une bataille rude. Gracia? Oui, pour moi, les favoris, je pense que je vais me prononcer. Il y a le Nigérien qui est bien, surtout dans le domaine du financement de l'agriculture, mais surtout, pour moi, surtout l'Éthiopien qui, ministre des Finances depuis plusieurs années, des dizaines d'années, et qui a bien démontré vraiment que l'Éthiopie pouvait avancer sous son ministère, quand il est ministre des Finances. Depuis, l'Éthiopie a franchi pratiquement le cap, 10% de croissance, et c'est une économie qui se développe en Afrique, une économie vraiment de l'avenir, et il n'est pas dans la politique, ce n'est pas à lui à qui on peut demander la stabilité du pays, mais on sait bien que beaucoup d'investisseurs vont en Éthiopie, et il a une vision sur l'économie aussi de l'Afrique qui pourrait être une tête comme Kaberuka l'a été, après ce qui a été démontré au Rwanda. Juste très rapidement, effectivement, l'Éthiopien a réussi à annuler 67% de la dette du pays, et quand il était en poste au ministère de l'économie, ça a fait sensation. Et effectivement, il a montré que finalement les pays africains pouvaient renégocier, voire annuler leurs dettes face aux grandes instances internationales comme le FMI ou la Banque mondiale.
Merci. C'est à présent la fin de cette émission et de cette semaine sur la transformation locale des produits agricoles. La semaine prochaine sera consacrée au pouvoir de la tradition. Monsieur Routsaï Siré, merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Gracia, merci d'avoir été là. Merci Camille. Et Malik, merci également. Merci, ce fut un plaisir. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa News.